Donc je me présente, alors je suis Benjamin Charnet, je suis chercheur CNRS à l'Observatoire de Paris. Et alors je suis très content de participer à ce festival. Alors je dirais comme beaucoup de personnes qui travaillent sur le domaine des planètes et des exoplanètes, j'ai été en partie attiré vers ce domaine par la science-fiction, avec mes lectures et films durant ma jeunesse. Alors évidemment Star Wars, côté film, et également Hyperion et les Chroniques martiennes. Alors actuellement, je suis en train de préparer un projet pour l'ANR dont j'ai trouvé un bon acronyme qui colle avec Hyperion, qui est mon livre de SF préféré. Et donc, moi, je travaille principalement sur les exoplanètes et également sur les climats anciens de la Terre primitive, ce dont je vais surtout parler aujourd'hui. Et alors, comme vous allez le voir, il y a une certaine complémentarité entre les deux. Donc, je vais vous parler de la diversité des climats durant toute l'histoire de la Terre. Alors, je vais commencer d'abord en parlant un petit peu d'exoplanètes. Alors, comme vous avez pu l'entendre durant les précédentes tables rondes, une des grandes surprises pour la recherche des exoplanètes, ça a été de découvrir la très grande diversité des planètes et des climats exoplanétaires. Donc on a tout un bestiaire de planètes découvertes. Alors pour les petites planètes, on a trouvé des planètes rocheuses telles que le système TRAPPIST-1, où vous avez 7 planètes, dont 3 sont tempérées à la bonne distance à l'étoile pour avoir potentiellement de l'eau liquide, s'il y a de l'eau, s'il y a la bonne atmosphère. Donc il y a beaucoup de monde, notamment au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, comme Franck Celsis, Emeline Bolmont ou d'autres, et Sean Raymond qui travaillent sur ce système. Alors on a également découvert, donc tout ce que je vous montre là, c'est des vues d'artistes, des planètes qu'on appelle océans de magma, donc des planètes qui sont tellement chaudes que la surface doit être fondue. Et donc c'est également des très bons analogues de ce à quoi a pu ressembler la Terre durant ces premiers millions d'années, lorsqu'elle était encore sous cette phase d'océan de magma. Donc là, c'est une vue de 55 Cancrieux. Et ensuite, ce dont Emeline avait parlé durant une table ronde, on a découvert un grand nombre de planètes qu'on appelle mini-Neptune. Donc des planètes qui sont intermédiaires entre la Terre et Neptune, qui sont probablement des versions un peu réduites de Neptune, avec des atmosphères dominées par l'hydrogène et l'hélium, comme ici GJ1214b, qui sont parmi les planètes les plus abondantes dans la Voie lactée. Et enfin, on a des indices de présence de planètes qu'on appelle planètes océans, qui possèdent sans doute une fraction très élevée en masse d'eau, et donc qui pourraient avoir des océans de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres de profondeur. Avec un exemple ici, LHS 1140b. Et donc, en fonction de la distance à l'étoile et de l'atmosphère, donc ce genre de planète pourrait être entièrement gelée ou avoir de l'eau liquide, des océans liquides à la surface. Donc, on a une très grande diversité d'exoplanètes et de climats exoplanétaires. Et alors, en fait, quand on s'intéresse aux états passés de la Terre, quand on remonte son histoire depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années, on s'attend également à une très grande diversité des climats et des états de la Terre par le passé. Donc, commençant avec la phase d'océan de magma au début, et ensuite toute une variété de climats qui se sont succédés, donc avec l'atmosphère qui a été façonnée par la vie et par les processus géophysiques. Et donc, regarder les exoplanètes, ça nous renseigne sur quels ont pu être les états passés de la Terre, et regarder les climats anciens de la Terre, ça nous renseigne sur les processus qui contrôlent l'habitabilité des planètes. Donc la Terre, c'est notre seul exemple de planète habitable et habitée, et donc c'est crucial de comprendre son évolution pour essayer de comprendre quelles seraient les conditions pour que de la vie puisse émerger sur d'autres planètes. Alors, pour les exoplanètes, on va chercher à regarder des planètes donc, très loin dans l'espace, qui sont à plusieurs années-lumière. Donc on utilise les plus grands télescopes. Alors actuellement, la méga star, c'est le James Webb Space Telescope, qui constitue vraiment une révolution pour la caractérisation des exoplanètes. Et pour les paléoclimats et les climats anciens de la Terre, on va essayer de regarder loin dans le temps. Et alors les paléoclimatologues ont inventé tout un arsenal de techniques pour essayer de contraindre la température et les climats passés. Alors là, je vais vous montrer quelques exemples qui sont très utilisés. Alors le plus efficace pour contraindre les paléoclimats, c'est les archives glaciaires. Donc les carottes de glace qui sont prises en Antarctique ou au Groenland. Et en mesurant ce qu'on appelle la composition isotopique de la glace, on peut contraindre la température quand elle s'est formée. Alors il y a même la possibilité de contraindre la composition de l'atmosphère en analysant les bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace. Alors ça, c'était une idée qui a été
trouvé par Claude Lorius. Donc c'est un paléoclimatologue français qui est décédé l'année dernière. Et alors il raconte que pendant qu'il était sur la Terre Adélie, il avait pris un petit morceau de glace, un déchet de carottage, qu'il avait mis dans son verre de whisky. Et c'est à ce moment-là, il y a eu l'idée, il y a des petites bulles dedans, on pourrait peut-être les analyser et avoir des informations sur l'atmosphère passée. Et donc ces archives glaciaires, elles nous permettent de remonter jusqu'à 1 million d'années. Et c'est actuellement les meilleures sources d'informations sur les climats donc datant de moins d'1 million d'années. Ça a permis de mettre en avant les cycles glaciaires, interglaciaires et la corrélation qu'il y a entre CO2 et température. Donc c'était vraiment fondamental pour justifier, prouver le changement climatique. Alors quand on veut aller au-delà d'1 million d'années, ce qui est le plus efficace, c'est les archives biologiques, donc des fossiles et des microfossiles. Alors en particulier, ce qu'on utilise, c'est les petits squelettes et coquilles calcaires de micro-organismes marins, qu'on appelle notamment les foraminifères. Et en analysant à nouveau la composition isotopique de ces petits coquillages, on peut contraindre la température des océans quand ils vivaient. Et là, on peut remonter jusqu'à 500 millions d'années avec cette méthode. Alors, une autre méthode que j'aime beaucoup, c'est en analysant les stomates sur les plantes, sur les fossiles de plantes. Alors, c'est quoi les stomates? Les stomates, c'est des petits pores sur les feuilles qui permettent aux plantes de capter le CO2 et de faire la photosynthèse. Et on a remarqué que pour certaines plantes, il y a une corrélation entre le nombre de stomates, la densité de stomates et la pression en CO2. Donc plus la pression en CO2 est élevée, moins il y a besoin de stomates pour la plante pour capter le CO2 et faire de la photosynthèse. Et alors en analysant des fossiles de feuilles anciennes, on peut essayer comme ça de déterminer la densité de ces stomates et contraindre la concentration en CO2 par le passé. Et avec ça, on arrive à remonter jusqu'à 400 millions d'années avec les premières feuilles sur Terre durant le Dévonien. Et alors évidemment, il y a des grosses incertitudes, puisqu'on extrapole ce qu'on connaît des plantes actuelles ou récentes jusqu'à des climats anciens. Et alors quand on va aller au-delà de 500 millions d'années, on n'a quasiment plus d'archives biologiques, ou très peu, on est obligé de passer à l'analyse des roches, donc les archives géologiques. Et avec ça, on peut remonter jusqu'à 4 milliards d'années. Là, on a encore les premières roches présentes sur Terre. Donc là, on va analyser la minéralogie, également faire des études géochimiques de ces roches pour avoir des contraintes. Alors ce que je vous montre ici, c'est une technique que j'ai trouvée vraiment très marrante. Alors ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le suricate, c'est ce qu'il y a sous le suricate. Alors c'est une roche prise en Australie, en Afrique du Sud, d'où le suricate. Et ce que vous voyez en dessous, c'est qu'il y a des petits points noirs. Et ces petits points noirs, en fait, ils ont été faits par de la pluie, par des gouttes de pluie qui sont tombées sur de la cendre volcanique qui s'est solidifiée. Et donc là, on a vraiment les marques de la pluie qui est tombée il y a 2,7 milliards d'années sur Terre à cet endroit. Et il y a une équipe de chercheurs qui ont analysé la taille de ces petits cratères causés par la pluie. Ils ont montré qu'avec ça, on pouvait contraindre la pression atmosphérique à cette époque. Ils ont montré que parce que la taille de la pluie, des gouttes de pluie, elle va être limitée, contrainte par la pression atmosphérique. Après, les gouttes se fractionnent. Donc il y a une relation entre les deux. Et ils ont montré donc avec ça que la pression atmosphérique, il y a 2,7 milliards d'années, devait être assez proche de la pression atmosphérique actuelle, voire légèrement plus faible. Et donc voilà, alors on peut remonter jusqu'à loin, mais évidemment, plus on va aller loin, plus on va avoir des grandes incertitudes sur le climat, les contraintes vont être limitées. Alors, pour cette présentation, je me suis beaucoup inspiré d'un livre de Gilles Rammstein qui s'appelle « Voyage à travers les climats de la Terre ». Donc je vous le recommande beaucoup si vous avez envie d'en savoir plus. Alors c'est un livre qui est un petit peu ardu par moments, mais qui est vraiment très riche. Donc, je vous le recommande vraiment. Et je me suis aussi inspiré alors de la trilogie de Kim Stanley Robinson sur les couleurs de Mars. Et ma présentation, je vais l'orienter sur 4 grandes couleurs qu'a pu avoir la Terre durant son histoire. On va parler de la Terre bleue, de la Terre orange, de la Terre blanche et de la Terre verte. Et alors ces 4 couleurs, elles correspondent à plus ou moins 4 grandes périodes de l'histoire de la Terre. Alors on divise l'histoire de la Terre en éons, qu'on appelle. Il y a 4 éons. D'abord, on a l'AD1, qui commence il y a 4,5 milliards d'années avec la formation de la Terre et se termine il y a 4 milliards d'années. Donc c'est une époque où on n'a plus de roches qui datent encore de cette période, mais c'est durant cette période que s'est formée la Lune, que les océans ont condensé, et on a eu donc les premiers climats qui se sont produits.
Ensuite, on a l'Archéen qui commence il y a 4 milliards d'années jusqu'à 2,5 milliards d'années, qui est une période pour laquelle on a des roches, notamment en Afrique du Sud et en Australie, et on a des indices de présence de vie durant cette période. Et ensuite, on entre dans ce qu'on appelle le Protérozoïque, donc une longue période qui est marquée par l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère, ce qui a été vraiment l'une des grandes révolutions dans l'histoire de la Terre, qui a vraiment bouleversé la biosphère, la chimie océanique, atmosphérique et toute la géologie. Et ensuite, on entre dans notre période actuelle qu'on appelle le Phanérozoïque ou le Cambrien, il y a 500 millions d'années, où donc là, la Terre a pris cette couleur verte avec la végétation et avec une atmosphère riche en oxygène. Et alors, donc c'est la période où on a les animaux, les dinosaures jusqu'à nous. Et alors, souvent quand on pense à une exotère avec de la vie, on imagine surtout quelque chose qui ressemble à la Terre durant le Phanérozoïque. Mais il faut bien se réaliser que cette période-là, c'est juste 10% de l'histoire de la Terre. Et 90% de l'histoire de la Terre, c'était là, avant, sans animaux, sans végétation, et avec des climats qui ont été vraiment différents, avec une atmosphère, avec une composition vraiment différente, avec beaucoup moins d'oxygène que durant cette période. Donc c'est quelque chose à faire aussi attention quand on recherche de la vie sur d'autres exoplanètes, de ne pas être trop biaisé par juste cette période-là de l'histoire de la Terre. Alors avant de passer en revue ces différentes périodes, je voudrais parler un peu des processus qui contrôlent l'évolution du climat. Alors le premier, vraiment l'acteur principal, c'est le Soleil, donc la source de chaleur pour la Terre, et c'est ce qui va fixer la température au premier ordre d'une planète, donc quelle va être la quantité d'insolation reçue. Et je vous ai indiqué ensuite le temps d'évolution caractéristique. Donc pour le Soleil, il évolue sur des échelles de temps de l'ordre du milliard d'années, comme on va le voir juste après. Alors ensuite, vous avez l'activité géophysique. Donc l'activité géophysique, ça va être la tectonique des plaques, le volcanisme qui va modifier l'atmosphère avec du CO2, l'érosion des continents, la fragmentation des supercontinents, comme on va le voir après. Et donc ça opère sur des échelles de temps de l'ordre de la dizaine de millions d'années. Et ensuite, alors, pour des échelles de temps plus courtes, on a ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Donc ça, c'est les variations de paramètres astronomiques de la Terre, comme l'inclinaison de son axe de rotation, qui varie légèrement au cours du temps, ou le changement de ce qu'on appelle son excentricité. L'orbite de la Terre n'est pas parfaitement circulaire, et elle est légèrement excentrique, et ça va modifier l'insolation qu'il va y avoir en été comparé à l'hiver ou haute latitude. Et c'est ce qui va déclencher les cycles glaciaires interglaciaires. Et alors l'échelle de temps, c'est celle de la dizaine de milliers d'années. Alors à côté de ça, il y a la vie. Alors la vie, c'est un peu difficile, parce que donc, quand on parle d'évolution de la Terre, il y a toujours la vie qui est associée. On parle de coévolution de la Terre avec la vie. La vie, elle va agir sur plusieurs échelles de temps, que ce soit à la fois sur les saisons, mais également, là, ce dont je vais parler, c'est les grandes innovations biologiques qui ont bouleversé l'histoire de la Terre, comme l'apparition de la méthanogénèse, donc le fait que certains organismes produisent du méthane, ou l'apparition de la photosynthèse oxygénique, donc qui a permis l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère, et ensuite le développement des plantes. Et enfin, je parlerai à la fin de l'intrus, qui est donc les activités humaines avec les émissions de CO2, avec une échelle de temps de l'ordre de la centaine d'années, donc qui n'a rien à voir avec les échelles de temps précédentes. Alors, on commence avec l'acteur principal, donc le Soleil. Donc, le Soleil, comme toute étoile, il évolue au cours du temps. Et alors, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais une étoile, plus ça brûle de l'hydrogène, par fusion de l'hydrogène en hélium, plus cette réaction, elle s'accélère, plus elle va vite. Et ça conduit à une augmentation de la luminosité au cours du temps. Et dans environ, là on estime, 5,5 milliards d'années, le Soleil finira sous la forme d'une géante rouge. Et si on regarde par le passé, le Soleil était moins lumineux, il était en fait légèrement plus petit. Et on estime qu'il y a 4 milliards d'années environ, le Soleil était 25% plus faible en termes de luminosité. Alors, avec des collègues, on a voulu faire une petite expérience en prenant un modèle climatique 3D qu'on a développé au laboratoire de météorologie dynamique à Paris, en simulant la Terre avec son atmosphère, ses continents actuels, mais avec un Soleil dont la luminosité a été réduite de 20%. Donc, ce qui correspond à la Terre il y a 3 milliards d'années. Alors, je vous montre la simulation. Donc là, vous avez en blanc, c'est la banquise océanique et les glaciers qui se forment, la glace continentale. Vous avez le compteur des années, vous voyez le rythme des saisons.
Et alors progressivement, la glace, donc la glace de mer, se propage vers l'équateur. Donc avec notre modèle, en 15 ans, on n'a plus qu'un anneau d'océan autour de la Terre, au niveau de l'équateur. Et alors, suspense. En 20 ans, en 23 ans, avec notre modèle, la Terre tombe dans une glaciation complète qu'on appelle Terre boule de neige ou snowball Earth. Voilà, en réalité, le modèle il est un petit peu simplifié au niveau de l'océan. On ne simule pas l'océan en entier, on ne simule pas toute la formation des glaciers, donc ça serait sans doute beaucoup plus long, ça prendrait plusieurs milliers d'années pour tomber dans cette glaciation complète. Mais donc voilà, la Terre avec ce soleil réduit par le passé aurait dû tomber dans une glaciation complète si la Terre avait la même atmosphère qu'aujourd'hui. Et en plus de ça, si vous ensuite, une fois qu'elle est dans cet état, la Terre est très réfléchissante avec la glace, et si vous remettez la luminosité à la valeur actuelle, la Terre reste dans cet état gelé. Et donc ça a conduit à un problème, un grand problème pour la paléoclimatologie, qui s'appelle le paradoxe du soleil faible. Comment expliquer que la Terre a pu rester habitable et habitée durant toute son histoire, malgré le soleil plus faible par le passé et malgré l'évolution du soleil? Et alors donc on a plein de contraintes pour montrer qu'il y a eu de l'eau liquide durant toute l'histoire de la Terre. Alors je vous ai dit qu'on n'avait pas de roche durant l'AD1, durant la première période, mais on a des microcristaux qu'on appelle des zircons, qui peuvent dater jusqu'à 4,4 milliards d'années, dont la composition démontre qu'il y avait déjà de l'eau liquide à cette époque. Alors encore, à nouveau, mon suricate qui vous montre les gouttes de pluie. On a plein d'autres indicateurs qu'il y a eu de l'eau liquide sur Terre durant toute son histoire. Et alors les premières traces de vie, elles datent d'il y a 3,5 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle des stromatolites. C'est un peu des tapis de bactéries fossilisées. Et on a également des fossiles, alors certains sont plus discutés, qui peuvent dater d'il y a 2 milliards d'années. Donc il y a vraiment eu de la vie durant toute l'histoire de la Terre. Et donc ça implique qu'il y a eu un processus capable de compenser le soleil faible et de maintenir l'habitabilité de la Terre. Et alors ce qu'on pense, c'est que ce maintien de l'habitabilité de la Terre et cette stabilisation du climat, elle s'est faite par le dioxyde de carbone et par ce qu'on appelle le cycle carbonate-silicate. Alors, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est certainement ça. Donc, ce maintien d'un climat assez tempéré durant toute l'histoire de la Terre par ce mécanisme. Alors, le principe, c'est que vous avez les volcans, les dorsales océaniques, qui émettent du CO2 dans l'atmosphère, donc qui produit un effet de serre. Et donc, c'est une source de CO2. Et à côté de ça, vous avez un puits de CO2 qui est l'altération des continents, la dissolution des roches continentales qui va pomper du CO2 et qui reprécipite au fond des océans sous forme de ce qu'on appelle de carbonate. Donc notamment, ça se fait par l'intermédiaire des micro-organismes marins qui forment ces coquilles, ces micro-coquilles, et donc qui va capter du CO2. Donc il y a vraiment tout un cycle là-dessus. En plus, donc la tectonique des plaques joue un rôle crucial parce que c'est ça qui va faire sortir des montagnes et des continents au-dessus de la mer, et permettre ce cycle, et ensuite ça va recycler avec la subduction, etc. Et ce qui est fascinant magique avec ce cycle, c'est qu'il dépend de la température. Si la température diminue, vous avez moins de précipitations et les réactions chimiques de dissolution sont moins rapides. Et ça conduit à moins d'érosion des continents. Et donc, vu que le flux issu du volcanisme il continue, vous accumulez du CO2 dans l'atmosphère. Donc on augmente l'effet de serre et la température se met à réaugmenter. Donc c'est ce qu'on appelle un cycle stabilisant pour le climat. Et donc on pense que vraiment c'était le cycle qui a permis d'avoir un climat tempéré durant toute l'histoire de la Terre. Et donc par le passé, il devait y avoir beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère pour compenser le soleil plus faible. Donc, je vais passer maintenant aux différentes couleurs de la Terre, donc en commençant avec le cas de la Terre bleue, donc il y a plus de 3 milliards d'années. Alors, donc, au tout début, après la formation de la Terre, la condensation des océans, la Terre devait être sans doute entièrement couverte d'eau. Et alors, progressivement, il y a eu des îles volcaniques qui sont apparues, et jusqu'à former les premiers continents qui étaient assez petits, donc sans doute les continents émergés ne couvraient que quelques pourcents de la surface de la Terre. Et le fait qu'il y ait peu de continents émergés, ça facilitait également qu'il y ait plus de CO2 dans l'atmosphère, donc le maintien d'un climat tempéré, voire chaud.
Alors on peut essayer d'imaginer qu'on parte tous ensemble faire un petit voyage temporel sur la Terre primitive pour se demander qu'est-ce qu'on verrait. Alors d'abord, en sortant de notre capsule temporelle, il faudra faire attention à bien avoir pris son masque à oxygène, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène à l'époque. Et on pense que l'atmosphère était donc très riche en CO2, et également à des niveaux mortels en termes de concentration. Donc potentiellement près de 10% de l'atmosphère était constituée de CO2. Et il y avait des teneurs très élevées en monoxyde de carbone et aussi de la présence d'acide cyanhydrique. Donc que des choses très sympathiques à respirer. Et alors en plus de ça, il fallait faire attention au niveau de votre tenue. Vous auriez intérêt à avoir un excellent écran total avec vous, parce que vu qu'il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas de couche d'ozone. Et donc pas de protection contre les UV. Et ce qui fait que si vous y allez comme ça, vous grillerez très rapidement par les UV. Et alors, une fois passés tous ces petits problèmes, qu'est-ce que vous verriez? Alors vous verrez donc une planète avec très peu de continents émergés, avec des océans assez chauds ou tempérés. Et vous remarqueriez que la Lune était 3 fois plus grosse dans le ciel à l'époque. Donc elle était en fait plus proche de nous. Et même la durée des jours était plus courte, environ 14 heures, ce qui a également eu des impacts sur le climat. Et donc ça, c'est le fait que la Lune, elle migre au cours du temps, elle s'éloigne de la Terre par des effets de marée avec la Terre. Et alors, ce qu'on remarque aussi, ce que vous auriez remarqué durant ce voyage, c'est qu'il y avait une biosphère, donc plein d'organismes marins, de micro-organismes présents dans ces océans primitifs. Et alors, parmi ces micro-organismes, il y en avait sans doute qui produisaient du méthane. Donc la production de méthane, on pense que c'est l'un des premiers métabolismes à être apparu. Et donc, il y avait ces hautes teneurs en méthane dans l'atmosphère. Et je vais passer donc à la deuxième couleur de la Terre, le cas de la Terre orange, durant la période qu'on appelle l'Archéen. Donc on pense qu'avec ces hautes teneurs en méthane dans l'atmosphère, il est possible qu'à un moment, la teneur est telle qu'elle s'approche des concentrations de CO2 où il y a formation de ce qu'on appelle des brumes organiques, des brumes photochimiques organiques similaires à celles qu'on trouve sur Titan. Et on a des indices comme quoi ça a dû se produire durant l'Archéen. Et donc la Terre aurait été entièrement recouverte par ces brumes. Alors ça, je vous remonte. Donc Titan, c'est la plus grande lune de Saturne, avec une atmosphère d'azote et de méthane, où le méthane dans la haute atmosphère est photodissocié et produit donc ces brumes organiques. Donc c'est des petits grains carbonés qui donnent cette couleur orange à Titan. Alors, on a des collègues qui essayent de simuler ces conditions dans des laboratoires. Alors, comme ici au Latmos à Guyancourt, ils ont un petit réacteur pour essayer de simuler vraiment les réactions chimiques pour une atmosphère similaire à celle de la Terre primitive. Et ils obtiennent bien donc la production de ces aérosols, donc ces grains carbonés qui ont dû se former. Alors, sans doute que la Terre n'était pas complètement opaque comme Titan. Il faut plutôt imaginer un peu une ville très polluée avec une couche comme ça de brume par-dessus. Et alors, je vais passer ensuite au cas de la Terre blanche, donc durant la période qu'on appelle le Protérozoïque. Donc, durant le Protérozoïque a été marqué à son début et à sa fin par des épisodes de glaciation majeure, où la Terre a été entièrement gelée, ou quasiment entièrement gelée. Donc, il y a 2,3 milliards d'années et il y a environ 700-600 millions d'années. Alors, comment est-ce qu'on sait que la Terre est tombée en glaciation complète, quasi complète? Ça provient de ce qu'on appelle des dépôts glaciaires datant de ces époques, où on trouve des couches de sédiments où il y a plein de rochers qui sont incrustés dedans. Et ça provient en fait du fait qu'un glacier, quand il s'écoule, il va charrier plein de roches, donc comme les moraines dans les vallées glaciaires, et quand il va reculer, il va laisser les rochers sur place. Et donc c'est ces rochers qu'on retrouve ensuite dans ces couches-là. Alors, si vous voulez voir un exemple, donc ça, c'est des dépôts glaciaires qui sont observés en Australie. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin pour avoir des traces de ce genre d'effet de glaciation. Si vous allez sur la colline de la Croix-Rousse à Lyon, vous avez un gros rocher qu'on appelle le Gros Caillou et qui a été transporté par des glaciers venant donc des Alpes durant l'avant-dernière glaciation il y a environ 200 000 ans. Donc, on transportait ce très gros rocher ici. Et alors, on sait que ces glaciations du néoprotérozoïque, elles ont été globales ou quasiment globales, parce qu'on arrive aussi, on trouve ces traces un peu partout, et on les trouve aussi à basse latitude, proche de l'équateur. Ce qui indique vraiment presque l'ensemble de la Terre a été couverte de glace.
Alors, sans doute que les océans n'étaient pas entièrement gelés. Vous deviez avoir une couche de glace avec une banquise de quelques centaines de mètres d'épaisseur, et en dessous, l'océan devait être liquide, donc avec l'hydrothermalisme qui réchauffe par en dessous les océans. Donc il y a une certaine analogie qu'on peut faire avec les lunes glacées, dont il y aura une table ronde après, dont Europe, qui est un peu dans un cas un peu similaire, mais avec une couche bien plus épaisse. Et il se trouve que la vie, quand même, a résisté à ces périodes de glaciation. Et même la photosynthèse oxygénique a résisté. Donc sans doute qu'il y avait des endroits où la couche de glace était moins épaisse, qui a permis à la vie faisant de la photosynthèse de subsister sous la glace et de capter quand même de la lumière solaire. Alors ensuite, se pose la question de qu'est-ce qui a déclenché ces épisodes de glaciation quasi globale. Alors pour la première, qu'on appelle la glaciation huronienne, il y a 2,3 milliards d'années, donc au début du Protérozoïque, on pense qu'elle a été déclenchée par la vie elle-même, et plus précisément par l'apparition de l'oxygène produit par la photosynthèse oxygénique. Donc à l'époque, c'était des micro-organismes, des bactéries qu'on appelle des cyanobactéries, qui produisaient de l'oxygène par photosynthèse. Elles sont apparues même nettement avant cet épisode de grande oxygénation. Donc ça a pris beaucoup de temps pour que l'oxydation de l'atmosphère se fasse. Et à un moment, donc, pour que l'oxygène s'accumule dans l'atmosphère, il faut séquestrer toute la biomasse qui est produite. Donc ça, Franck, on avait parlé à la table ronde sur les Water World. Si vous gardez la biomasse, donc tous les organismes morts sur place, eh ben, il va y avoir la réaction inverse de la photosynthèse qui se produit, la respiration ou l'oxydation directement de la matière organique. Et donc, vous ne pouvez pas accumuler d'oxygène. Il faut vraiment séquestrer de la biomasse, de l'enfouir dans le sol pour que l'oxygène puisse s'accumuler. Et alors, on trouve que donc, il y a 2,3 milliards d'années, il y a l'oxygène qui a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Alors d'abord à des valeurs typiquement 100 fois plus faibles qu'aujourd'hui. Il y a eu une deuxième oxygénation il y a environ 500 millions d'années, on parlera un peu après. Et alors cette oxygénation, elle a eu plusieurs conséquences. D'abord au niveau du climat, donc je vous avais dit qu'avant il y avait sans doute pas mal de méthane dans l'atmosphère. Le méthane avait une durée de vie plus longue dans une atmosphère sans oxygène, parce qu'aujourd'hui il se fait oxyder. Et dans une atmosphère, quand l'oxygène est apparu, on s'attend à ce qu'il y ait eu une chute de la concentration en méthane. Et en plus de ça, l'oxygène, c'était un poison pour la plupart des micro-organismes de l'époque qui n'étaient pas capables de vivre dans des milieux oxydés. Et donc ça a sans doute conduit à une extinction de masse, notamment des organismes produisant la méthanogénèse ou qui ont dû se réfugier dans des endroits sans oxygène. Et donc ça a conduit à une chute de la concentration en méthane, qui est un très bon gaz à effet de serre, et donc à une baisse de la température, ce qui est potentiellement donc à l'origine de la glaciation huronienne. Alors pour les glaciations du néoprotérozoïque, donc celle à la fin, il y a environ 700 millions d'années, on pense que c'est plutôt relié à une chute de la concentration en CO2, du fait de la tectonique des plaques. Alors plus précisément, on pense que c'est relié à la fragmentation d'un supercontinent. Donc il y a plus de 700 millions d'années, il y avait un supercontinent, donc très gros, proche de l'équateur, qu'on appelait Rodinia. Et ce supercontinent s'est fragmenté. Ça, c'est l'effet de ce qu'on appelle les cycles de Wilson, qui fragmentent les supercontinents et qui les regroupent. Et alors, quand vous passez d'un supercontinent, où le climat est très continental, donc il y a un climat chaud avec très peu de précipitations au milieu, il y a assez peu d'érosion des roches et des continents. Par contre, quand vous passez un cas d'une Terre avec plein de petits continents qui se sont regroupés sur la bande équatoriale, il y a beaucoup plus de précipitations dessus. Et donc ça favorise l'érosion des roches. Et donc ça conduit à une baisse de la concentration en CO2. Et on pense que c'est ça, cette fragmentation des supercontinents, qui a conduit à une baisse de la teneur en CO2, donc un refroidissement, et donc la glaciation globale à cette époque. En tout cas, ça a été l'un des acteurs pour cet épisode. Alors après, quand on est dans un état de glaciation, c'est pas fini. Il faut pouvoir en sortir quand même. Et alors, le problème, donc, comme je vous avais dit avant, quand la Terre est complètement gelée, la glace est très réfléchissante. Donc si vous remettez la teneur en CO2 que vous aviez initialement, ce n'est pas suffisant pour déglacer la planète. Donc il vous faut un autre mécanisme. Et donc à nouveau, c'est le cycle carbonate-silicate qui a dû permettre de sortir de ces épisodes de glaciation complète. Et donc l'idée, c'est une fois que la Terre est complètement gelée,
vous avez quasiment plus de précipitations. Il fait en plus très froid, donc les réactions d'érosion, de dissolution des roches sont très lentes. Donc vous avez quasiment plus d'érosion des continents et la Terre se met à accumuler du CO2. Et elle accumule du CO2, elle accumule jusqu'à atteindre des concentrations très élevées qui permettent la déglaciation complète. Et on pense qu'il faut atteindre des concentrations de l'ordre de 10% de l'atmosphère. Atteindre 10% de l'atmosphère en concentration de CO2. Vraiment des cas extrêmes. Et une fois que vous atteignez ces niveaux-là, donc vous avez la déglaciation, donc les continents, la glace fond, et vous finissez dans un état extrêmement chaud, parce que vous avez toujours 10% de l'atmosphère qui est faite de CO2, donc avec un effet de serre très fort. Et donc il y a sans doute eu une bascule d'un climat gelé à un climat extrêmement chaud, de l'ordre de 40 degrés, comparé à 15 degrés en moyenne aujourd'hui, au moment des sorties de glaciation complète. Bon, ça a quand même pris des dizaines de milliers d'années pour se faire. Mais c'était quand même une transition vraiment brutale. Et quand vous êtes ensuite dans ce cas avec un climat très chaud, là, maintenant, vous avez une érosion des continents qui est très efficace, parce qu'il fait chaud, il y a beaucoup de pluie. Et on se met alors à former beaucoup de carbonate. Et alors, on a des traces de ça. Donc ici, à nouveau, une coupe géologique en Australie, où vous avez les dépôts glaciaires, ici, donc datant d'il y a 650 millions d'années. Et au-dessus, on a une couche de carbonate, donc issue vraiment de la précipitation du CO2 au fond des océans, qui fait plusieurs dizaines de centimètres, voire 1 mètre à certains endroits. Et donc la preuve vraiment que la Terre est passée dans un état très chaud en sortie de terre boule de neige. Alors, on pense que ces épisodes de glaciation complète, surtout cette dernière, a été crucial pour la diversification de la vie il y a 500 millions d'années, avec ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Il y a eu une très forte diversification de la vie. Et ça, c'est dû au fait qu'une fois que les glaciers ont fondu, vous avez eu un apport très fort de nutriments, de minéraux dans les océans qui ont permis vraiment un développement très fort de la vie et une accumulation de l'oxygène dans l'atmosphère. Alors, je vais passer maintenant à la dernière période, donc le cas de la Terre verte, il y a 400 millions d'années, où donc la vie s'est fortement diversifiée. La vie a commencé à coloniser les continents, d'abord avec des mousses, des lichens, des champignons, puis des plantes, et donnant une couleur verte à la Terre. Et alors, il faut savoir que cette couleur verte, on pense, donc qui est visible depuis l'espace, on a même des signatures de la végétation quand on regarde le proche infrarouge, qu'on appelle le red edge en anglais. On pense que c'est une possible indice de vie pour des exoplanètes qui seraient couvertes de végétation. Et alors les premières plantes sur Terre, c'était des types de fougères, et il y a un peu plus de 400 millions d'années sont apparus les premiers arbres, qui étaient des sortes de grandes fougères avec des troncs. Alors les premiers arbres, on les appelle les Archaeopteris, pas confondre avec les Archaeopteryx. Et donc il y a eu le développement des premières forêts il y a 400 millions d'années. Alors ces forêts, elles ont eu plusieurs conséquences. D'abord, elles ont favorisé l'érosion des continents, donc il y a eu progressivement une baisse du CO2 durant toute cette période-là, depuis 500 millions d'années. Mais également, la vie donc, a inventé le bois. Mais elle ne va pas inventer tout de suite comment consommer du bois. En fait, c'est assez difficile. Il fallait le développement de champignons avec les enzymes adaptées pour pouvoir consommer du bois. Donc il y a une forte production de bois, de biomasse, qui s'est enfouie dans les marais aux basses latitudes durant le Dévonien et le Carbonifère. Et ça, on pense que ça a conduit, alors d'une part, toute cette matière organique qui a été enfouie, c'est à l'origine des mines de charbon. La plupart des mines de charbon viennent du bois qui a été enfoui durant le Dévonien et le Carbonifère. Et également, ça a conduit à une augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère. Parce qu'à nouveau, quand on a enfouissement de matière organique, on a augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère. Et ce qui explique qu'on a, d'après les traces, une augmentation de l'oxygène durant le Carbonifère, avec un maximum où il y avait près de 25% de l'atmosphère qui était constituée d'oxygène. Et alors ça permet d'expliquer également qu'à cette époque, il y avait des insectes géants, des mille-pattes qui faisaient 2 mètres de long, donc durant le Carbonifère. Vous aviez des libellules géantes
qui faisait la taille d'un goéland, donc 70 cm d'envergure. Et on sait que la taille des insectes, elle est limitée par la concentration en oxygène. Donc avec plus d'oxygène, il y a pu y avoir donc des insectes plus gros. Et également, plus d'oxygène, ça favorisait le vol, pour expliquer qu'il y ait des libellules géantes, donc il y avait une pression atmosphérique un peu plus élevée. Et donc il faut imaginer un peu ces forêts primitives, vous aviez ces libellules géantes qui devaient faire un bourdonnement vraiment assourdissant. Donc ça devait être assez sympa. Et alors ensuite, quand on continue après le Carbonifère, on arrive donc dans le Mésozoïque, donc c'est l'âge des dinosaures, avec le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Alors au niveau du climat, durant le Trias, on pense que le climat était chaud et sec. Donc il y avait un supercontinent, la Pangée. Donc, vu que c'était un supercontinent, le climat était très continental, et il s'est fragmenté durant le Jurassique. Et le climat est devenu ensuite chaud mais assez humide. Alors vous allez me dire, le coup d'avant, je vous ai dit, avec la fragmentation du continent rhodinien, il y a eu une glaciation complète. Pourquoi ça n'a pas été le cas durant le Jurassique et le Crétacé? Eh bien, c'est parce que cette fragmentation, elle s'est faite plutôt sur l'axe nord-sud. Et donc il y a eu des petits continents qui ont migré donc, vers les pôles. Et au niveau des hautes latitudes, il y a moins de précipitations, il fait plus froid, donc l'érosion est moins efficace. Et donc ça n'a pas dû conduire à une baisse très forte de la teneur en CO2, comparé au cas de Rodinia, qui était proche de l'équateur, où là il y a des pluies vraiment intenses. Et donc, alors, durant toute cette période-là, il n'y avait pas de calotte polaire, donc il n'y avait pas de glace aux hautes latitudes. Et c'est seulement par la suite que les calottes polaires sont apparues. Donc je passe maintenant à la dernière époque, donc on appelle le Cénozoïque, qui commence avec la fin du Crétacé, donc il y a 66 millions d'années, où vous avez ici l'évolution de la température. Et on a une lente descente vers le froid durant tout le Cénozoïque. Alors on a un petit pic de température ici, qu'on appelle le Paléocène-Éocène thermal maximum, où il y avait des crocodiles en Antarctique et une petite jungle à cet endroit. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour comparer avec le changement climatique, parce qu'il y a c'est un pic d'augmentation du CO2, mais qui s'est fait quand même sur une échelle de temps beaucoup plus longue que ce qu'on vit actuellement. Et ensuite, le CO2 a diminué au cours du temps, donc à la fois par l'effet de la tectonique des plaques, avec le changement de configuration des continents, l'émergence de montagnes, notamment les volcans en Indonésie, qui ont pompé efficacement du CO2. Et il y a environ 30 millions d'années, l'Antarctique a commencé à s'englacer. Donc il faisait suffisamment froid pour qu'il s'englace. Donc là, en termes de température, on est à peu près à 5 degrés au-dessus de la valeur actuelle pour l'englacement de l'Antarctique. Et il y a environ 3 millions d'années, il y a eu l'englacement du Groenland, avec une température, là, quand la température est passée à peu près en dessous de 1,5 degré au-dessus de la valeur actuelle. Et une fois que ces glaces à haute latitude se sont formées, on a eu les cycles glaciaires, interglaciaires qui ont pu vraiment se développer, avec donc le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. Et donc, maintenant, on arrive dans notre période, l'Holocène. Vous avez ici les augmentations de température prévues sous certains scénarios en 2050 et en 2100. Alors là, vous voyez tout de suite le problème qui apparaît, c'est par rapport aux températures qu'on a ici, on arrive très vite aux mêmes températures correspondant à l'englacement du Groenland, et dans des cas de réchauffement assez fort, quand il y a eu l'englacement de l'Antarctique. Et donc, potentiellement, la réaction inverse, donc la fonte du Groenland et de l'Antarctique. Alors, donc là, je vous ai raconté une histoire. On a vu qu'il y a eu des changements très forts du climat durant toute son histoire, que le CO2, ça a été un peu la molécule magique pour maintenir l'habitabilité durant toute l'histoire de la Terre. Alors là, vous vous dites, oulala, lui, il est peut-être payé par Total, il a un discours rassurant sur le climat. Mais alors là, je vais vous donner une perspective un peu plus géologique sur le changement actuel. Vous avez une figure ici qui vous montre la quantité de CO2 induite par différents processus en fonction du temps, avec le temps correspondant associé. Donc avec la tectonique des plaques qui opère sur des millions d'années, les cycles glaciaires, interglaciaires sur des dizaines de milliers d'années. Et alors ce qu'on vit actuellement, on est ici avec le pic d'émissions jusqu'à présent, on dépasse déjà nettement
l'amplitude de variation du CO2 induite par les cycles glaciaires interglaciaires. Et la grande différence, donc on est de l'ordre plutôt de ce qui se produit par la tectonique des plaques. Et la grande différence, c'est évidemment l'échelle de temps, vu qu'on opère, là c'est sur des échelles de temps 100 à 1000 fois plus courtes que par exemple les cycles glaciaires interglaciaires, ou 10 à 100 fois plus courts que ce qu'on appelle le maximum du Paléocène, il y a 55 millions d'années. Et donc c'est tout le problème ensuite, de pouvoir s'adapter à ces changements. On n'a pas d'équivalent par le passé quasiment de changements aussi rapides. Il y a peut-être seuls les impacts d'astéroïdes qui peuvent, au niveau des échelles de temps, être assez comparables à la vitesse du changement actuel. Et alors, je voulais finir en parlant un petit peu des conséquences à long terme. Donc dans les rapports du GIEC, maintenant, il y a une partie qui est dédiée aux projections jusqu'en 2300, voire dans 5000 ou 10 000 ans. Alors, évidemment, d'ici la fin du siècle, on va avoir cette élévation de température entre 2 et 4 degrés. Mais comme je vous l'ai montré avant, la grosse bombe à retardement pour le futur, ça va être la fonte du Groenland et de l'Antarctique. Et on pense qu'on a déjà passé le seuil de fonte du Groenland, ou en tout cas, on est très proche du seuil de fonte du Groenland, et qu'on va également avoir une fonte progressive de l'Antarctique durant les prochains milliers d'années. Alors là, vous avez l'évolution du niveau de la mer depuis 20 000 ans. Donc vous voyez que depuis la dernière glaciation, ça a quand même pris 10 000 ans pour le niveau de la mer pour atteindre la valeur actuelle, donc qui a été stabilisée il y a plus ou moins 5 000 ans. Si vous allez dans le golfe du Morbihan, vous avez l'île de Gavrinis, vous avez un cairn, vous avez aussi des dolmens sur l'île aux Moines. Tout ça, ces constructions mégalithiques, elles ont été faites il y a 6 000 ans, quand le niveau de la mer était environ 10 mètres plus bas. Ce qui explique qu'à l'époque, le golfe du Morbihan, il était assez vide, il y avait une rivière avec des lacs, et donc tout était connecté entre ces différentes collines. Et donc, alors, avec les scénarios de projection future, donc là, vous avez un cas qui correspond à un cas plutôt optimiste. On atteint 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Là, un cas plus pessimiste, on atteint 5-6 degrés de réchauffement. Et bien, dans tous les cas, on va avoir une élévation du niveau de la mer qui va continuer durant les prochains 10 milliers d'années pour dépasser les 10 mètres, même dans le cas le plus favorable, avec la fonte du Groenland et une fonte de la partie de l'Antarctique. Et donc ça, c'était un papier, Clark et al. 2016, moi qui m'avait vraiment frappé, de voir ce côté inexorable qu'il va y avoir par ce qu'on a émis durant les 2 derniers siècles et avec notre action sur le prochain siècle, une perte inévitable des glaces en Antarctique et au Groenland, conduisant à cette élévation du niveau de la mer. Donc dans les cas plus extrêmes, on peut quasiment fondre l'intégralité de l'Antarctique, et là, c'est une élévation du niveau de la mer de près de 60 mètres d'ici 10 000 ans. Et alors le retour aux concentrations pré-industrielles de CO2, ça c'est contrôlé par le cycle carbonate-silicate, et ça prendra plusieurs centaines de milliers d'années pour revenir aux concentrations pré-industrielles. Alors moi je défends beaucoup le concept d'anthropocène, et ça on le voit avec cet impact juste en 300 ans de modifier le climat sur plusieurs centaines de milliers d'années. Sans doute il n'y aura pas de prochaine glaciation dans 100 000 ans à cause du CO2 présent dans l'atmosphère. Et alors même si on imagine qu'on pourrait être capable dans le futur de pomper très efficacement le CO2 dans l'atmosphère, ce qui paraît quand même très difficile, on serait quand même dans une anthropocène, vu que ce serait l'humanité qui contrôlerait le climat et qui serait la force dominante pour l'évolution du climat. Alors, là, je vais vous mettre un petit générique de film. Alors je remercie Franck de ne pas l'avoir passé durant la table ronde sur Waterworld. Alors vous allez essayer de deviner de quel film il s'agit. Alors Franck, tu ne parles pas. Oui, c'est vrai, mais là... Donc, oui, c'est le générique d'intro de Waterworld. Ça commence avec ce générique, avec la fonte des glaces et la Terre qui se recouvre d'eau. On n'entend pas le son, là, malheureusement. Donc, Waterworld en 95. Et alors moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que le film, donc,
c'est certainement pas un chef-d'œuvre de la science-fiction, mais il était assez en avance sur certains aspects, notamment sur la fonte des glaces. Notamment, on voit dedans toutes les questions de recyclage, d'énergie renouvelable avec des éoliennes qui sont dispersées un peu partout. Et donc, ouais, avec un univers vraiment fascinant que je trouve vraiment cool. Et alors, par contre, dans Waterworld, donc ils ont quand même beaucoup abusé. Ils considèrent une élévation du niveau de la mer de près de 8 km. De façon à ce qu'il n'y ait que l'Everest et quelques montagnes en Himalaya qui résistent, où il y a des îles qui ressortent. Donc, élévation de 8 km, c'est à peu près quadrupler le volume des océans sur Terre. Et alors là, il y a National Geographic avait construit des cartes de à quoi ressemblerait la Terre si tout l'Antarctique fondait. Donc, s'il y avait une élévation de la mer de près de 60 mètres. Donc, on n'est quand même pas dans le cas de Waterworld. Mais bon, vous voyez tout de suite que ça se passe mal pour les zones côtières. Alors la Gironde, désolé, mais avec 50 mètres d'élévation, elle disparaît. Bordeaux, c'est à 18 mètres en moyenne au-dessus du niveau de la mer. Donc même dans un cas optimiste de changement climatique, d'ici 5000 ans, 10 000 ans, Bordeaux sera en grande partie sous l'eau. Et alors, est-ce que j'ai un petit peu de temps? Oui, je vais parler un petit peu des perspectives. Alors, du cas d'évolution à très long terme de la Terre. Donc là, on va vraiment encore plus rentrer dans la science-fiction. Alors, il y a deux voies possibles. La première, c'est que l'humanité, ou ce que deviendra l'humanité dans les prochains millions et dizaines de millions d'années, ne sera pas, soit aura disparu, soit ne sera pas capable de contrôler, de réguler le climat. Et alors, dans ce cas-ci, le Soleil il continue à augmenter au niveau de son insolation. Et ça devient à un moment un très gros problème. Parce que vous avez toujours donc, le cycle carbonate-silicate qui opère. Et alors, selon cette étude, que je trouvais assez amusante, on s'attend à ce que la teneur en CO2 diminue au cours du temps, avec cette augmentation de la luminosité. Et à un moment, ça devient un vrai problème. Donc là, le problème, ce n'est pas qu'il y a trop de CO2, c'est qu'il n'y a plus assez de CO2 dans l'atmosphère. Il n'y a plus assez de CO2 pour que la photosynthèse puisse opérer. Donc les plantes ne peuvent plus survivre dans ces conditions. Et en fonction des plantes, il y a des seuils de tolérance qui sont différents. Mais avec ces études, on estime ça dépend dans 100 à 500 millions d'années, la végétation devrait s'effondrer, disparaître sur Terre. Et donc, vous avez ensuite la perte de l'oxygène dans l'atmosphère. Et ça revient un petit peu à rembobiner toute l'histoire de la Terre à l'envers. Donc vous avez d'abord les animaux qui disparaissent, la végétation, l'oxygène de l'atmosphère qui disparaît. Et après, vous n'avez que des organismes qui font de la méthanogénèse, des extrémophiles qui survivent. Et ces organismes donc, produisent du méthane. Et on pourrait avoir à nouveau formation de brumes photochimiques comme sur Titan à la fin, jusqu'à atteindre l'état final. Donc une fois que la luminosité solaire sera telle qu'il va y avoir évaporation des océans, avec un effet de serre divergent, on dit un emballement de l'effet de serre, qui va conduire la Terre dans un état vénusien, donc avec perte des océans et accumulation du CO2, donc proche de l'état de Vénus. Donc que des choses très, très réjouissantes en perspective. Et alors l'autre possibilité, là c'est vraiment dans la science-fiction, on s'imagine que les sociétés futures soient capables donc de stabiliser le climat. Et alors quand on se projette sur des évolutions de plusieurs dizaines de millions d'années, il faut vraiment limiter après la luminosité du Soleil. Et donc un cas, ça serait d'avoir des sortes de shields, donc des panneaux qui pourraient diminuer de quelques pourcents la luminosité du Soleil afin de maintenir la biosphère plus longtemps sur Terre. Et alors dans ce cas, on pourrait alors se retrouver dans un cas où c'est vraiment donc ce que deviendra l'humanité, mais donc une partie de la vie qui contrôle le climat sur Terre. Et donc d'une certaine manière, on aura réalisé ce qui s'appelle l'hypothèse Gaïa, donc l'idée qui a été développée par James Lovelock et Lynn Margulis dans les années 70, que c'est la vie qui a contrôlé le climat durant toute son histoire, régulé le climat sur Terre. Donc ce que je vous avais dit avant, on pense que c'est surtout le cycle carbonate-silicate, avec peut-être de la vie qui a influencé dedans. Mais dans ce cas de figure, on arriverait à une certaine version de l'hypothèse Gaïa. Et je termine ici. Donc voilà, et mon point, c'était, pour finir, c'était de vous dire que l'histoire de la Terre et de la vie, c'est vraiment l'une des histoires les plus fascinantes, les plus
fascinante à regarder. Et donc, pour maintenir une belle histoire, bon, bah, ça va être à nous d'être des acteurs pour éviter un scénario cauchemardesque. Merci. Alors, je peux prendre des questions. Oui? À un moment, vous avez dit que le volcanisme contrôlait le CO2. Oui. Vous avez essayé, mais je n'ai pas tout à fait compris le mécanisme correspondant à ça. C'est par le cycle carbonatique. Oui, donc les volcans, ils émettent du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, c'est vraiment la source principale de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les volcans et les dorsales océaniques, sur le long terme. C'est la source principale. Et alors, si je reviens après, donc on a cette source de CO2 dans l'atmosphère qui est compensée par le puits de CO2 issu de l'érosion des continents, qui va nous former un cycle vraiment au niveau du CO2 et voilà, qui va réguler le climat. Je pense qu'il veut dire, à un moment donné, tu as parlé de volcanisme qui avait fait baisser. Mais qui avait fait baisser. Alors j'ai peut-être fait une erreur. À un moment donné, tu as parlé de baisse. Alors je me suis peut-être trompé. J'ai parlé... C'était une question que j'avais aussi. Alors si on fait sur le long terme, le volcanisme... Sur un truc récent, Ah oui, non, alors pardon, alors c'est l'érosion de ces volcans. C'est pas le CO2 émis par ces volcans, c'est le fait que les volcans en Indonésie, donc ils sont dans des zones très pluvieuses où il fait chaud, et donc il y a une érosion très efficace. Et donc c'est voilà, toutes ces chaînes de montagnes à basse latitude, elles ont cet effet. Oui, Franck. moi j'avais juste une remarque, c'est sur tu as parlé du niveau de moyen de Bordeaux au-dessus de la mer, et tu as mis les perspectives de submersion assez loin dans le futur. Mais il faut quand même savoir que Bordeaux est en partie quasiment au niveau de la mer, qu'on est sujet aux marées. Et donc là, on vient de passer les grandes marées de septembre. Donc, quiconque a regardé la Garonne, là, il y a quelques jours, là, au Mascaré, on était à ras. Et en plus, il peut y avoir à côté des phénomènes de houle et des phénomènes de vent. Donc en fait, les problèmes pour Bordeaux, et la question de l'habitabilité de Bordeaux, pas au sens planète habitable, mais au sens vraiment de biomalisme, ils vont se poser beaucoup plus vite. Et on pense en fait que déjà, l'effet de la montée des eaux, la génération actuelle va le ressentir sur la question du prix de l'immobilier, que ce soit sur les bords de la Garonne et sur la côte. C'est-à-dire que Vendée-Vite, ce que vous avez à Cano, ou ce que vous avez... Et déjà, il y a des quartiers, le quartier tout neuf du droite, qui a déjà des annonces de subversion régulièrement, on a dit sortir les voitures des parkings, etc. Donc il n'y a pas besoin d'arriver aux 18 mètres. Déjà en fin de ce siècle, voilà, il y a des gens qui vont plus du tout investir à ça, et on a du mal à expliquer ça aux politiques quand on leur dit Bordeaux, au moins une partie de Bordeaux n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir en Covid. C'était juste pour moduler cette question. Bien sûr, oui. On sait bien que aux dernières périodes chaudes, la seule partie de la Gironde qui a émergé, c'est l'archipel créolais, donc c'est Créon, et la mer qui reste en là, on appelle ça la mer d'Agen parce qu'elle allait jusqu'au Lot-et-Garonne, et les gens ici savent très bien qu'on trouve des dents de mégalodons et des vertèbres de la montagne à Socats, etc. Donc on sait très bien qu'on était sous l'eau souvent ici. Merci. Pas d'autres questions? Oui. Du coup, si personne n'en a, j'en ai une autre. Vous n'avez pas parlé, vous avez parlé de la géo-ingénierie à long terme, mais on entend de plus en plus parler. Kingston Robinson, dans son dernier roman, Le ministère du futur, il fait largement appel à des opérations de géo-ingénierie dont on parle déjà, voire même qui sont déjà en cours. Oui. Alors, il y a énormément de tintouins sur cette histoire-là dans le milieu scientifique, on le sait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je sais pas, j'ai pas lu ce livre, donc c'est... Ouais, voilà, alors le SO2, bah... Ouais, alors tout le problème, c'est d'avoir des solutions qui tiennent à long terme. Et le problème, c'est que si vous avez une solution telle que, voilà, on disperse ces couches de SO2 pour faire une couche opaque, un peu qui va diminuer l'insolation dans la stratosphère. Le problème, c'est qu'après, on continue à accumuler du CO2. Quand on arrête, il se met à faire très chaud, et il y a tous les problèmes associés, des pluies acides et autres. Donc c'est
c'est quand même pas des solutions. Alors, on pourrait imaginer que s'il y avait un moment où vous voyez que si on opérait comme ça sur une courte durée qui permettrait d'éviter une fonte complète de l'Antarctique, peut-être qu'il y aurait un intérêt, mais sur le long terme, c'est pas tenable. Ce genre de solution-là. Il faut Enfin, éviter le choc terminal, ouais. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on va y échapper? Oh. Personnellement, non. Ah, ce genre d'opération? Il y a aussi Voilà. un autre bouquin qui est celui de Ray Stevenson, qui s'appelle Choc terminal d'ailleurs, qui met en scène l'action d'intérêt privé pour faire ce genre de choses-là. Parce que ce n'est pas un risque non négligeable dans la situation actuelle, avec la faiblesse des réalisations du contrôle du CO2 actuel. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se poser la question du meilleur public? Oui. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il y a un blocage là-dessus. Les scientifiques en parlent énormément, il y a beaucoup de controverses qui sont tout à fait justifiées. Il faut être lucide. Ça va arriver à un moment ou à un autre. alors, il y a déjà des sociétés privées, effectivement, qui commencent à regarder ça, d'ensemencement de nuages, ou voilà, d'essayer de faire ce genre de choses. Ce qu'il va surtout falloir, c'est une réglementation globale là-dessus. Et effectivement, il va falloir avoir des discussions globales sur ça, pouvoir mettre des limites et se poser la question si oui, ça peut être pertinent dans certains cas ou non. Et j'avoue que je n'ai pas de réponse. Ouais. Il faut, à mon sens, il faut en parler maintenant. Parce que ça ne sert à rien de dire ça n'existera pas. Parce que ça existera. C'est mon point de vue. Oui. Oui, c'est ça. Si on envoie des avions, des fusées pour mettre du soufre dans l'atmosphère, c'est... Et pour le coup, alors dans le futur, les panneaux dans l'espace, ça, c'est des solutions, on peut imaginer, qui tiennent longtemps, mais on n'y est pas du tout. Oui. Pour dire, il y a un article de Eric Galgos qui proposait, il y a quelques articles scientifiques qui sont vraiment très SF, et il proposait de regarder les planètes qui ont été dans la zone habitable mais qui sont maintenant un petit peu trop ensoleillées et d'essayer d'y détecter des grands parasols comme ça. Parce que ça devrait être des grandes surfaces et donc on pourrait voir les fusées. Il a fait un papier là-dessus il y a quelques années. Il y a plein de fumée. Ah ben, je voudrais bien que tu me l'envoies. Ok. Très bien, bah, merci. Merci beaucoup.